Bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous présenter en notre nom à tous cette réflexion sur le degré d'interaction entre les conditions environnementales et l'histoire évolutive humaine. À travers quelques exemples clés, nous allons aborder les processus de peuplement dans cette région du Rift africain et discuter des mécanismes d'adaptation aux variations paléo-environnementales. Alors tout d'abord, les variations climatiques, elles sont principalement liées à des facteurs géologiques, les changements des paramètres orbitaux de la Terre, la répartition des masses continentales qui n'ont pas toujours été identiques à l'actuelle, et la concentration du dioxyde de carbone atmosphérique. Les trois paramètres orbitaux qui vont influencer la quantité et la distribution de l'énergie solaire à la surface de la Terre et des océans sont l'excentricité, c'est-à-dire la variation de forme de l'orbite terrestre, l'obliquité, qui est la variation de l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation, et la précession, c'est-à-dire la variation de l'orientation de cet axe de rotation de la Terre. Ces changements, ils vont se faire suivant des cycles réguliers, pouvant aller de 20 000 ans pour notamment la précession jusqu'à 400 000 ans pour l'excentricité. Et ils sont responsables de l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires dans l'hémisphère nord, comme vous le voyez ici. Donc, vous voyez ces variations d'insolation, de température, et puis les pics de froid et de chaud qui correspondent à ces périodes glaciaires et interglaciaires. Alors, dans les zones intertropicales, eh bien, cela se traduit par l'alternance de périodes humides et de périodes sèches. À cela s'ajoute la complexité des bassins hydrographiques africains. L'Afrique orientale abrite le plus long réseau hydrographique au monde, qui est celui du fleuve du Nil, et le Grand Rift accueille, lui, plus de 30 grands lacs. C'est la tectonique des plaques qui va être responsable de la modification des paysages, tandis que la mousson, qui elle est dépendante de l'insolation, donc des variations des paramètres orbitaux de la Terre, va être le moteur principal de la variabilité hydroclimatique dans cette région. Les alternances de périodes arides et de périodes humides entraînent des modifications majeures des hydrosystèmes qui peuvent alors former des barrières environnementales ou des connexions. Durant les épisodes stables et des épisodes variables, que vous voyez représentés ici en lien avec les variations de l'insolation, ici, vous avez les variations de ces différents paramètres, alors la température, les isotopes de l'oxygène, sur une période d'à peu près 5 millions d'années. Et on voit donc qu'on a ces variations d'épisodes stables et variables. Durant les épisodes stables, on a des lacs et des rivières qui vont être plus proéminents, qui vont former de véritables corridors végétaux, permettant notamment la dispersion des faunes. En revanche, durant les épisodes variables, les lacs et les rivières sont moins connectés et des phénomènes d'isolement, allant parfois jusqu'à l'extinction de certaines faunes, peuvent se produire. Toutefois, à cause de son étendue et de sa complexité géographique, chaque bassin du Rift a son propre fonctionnement hydrologique et environnemental, ce qui fait que certaines parties peuvent répondre différemment, même de façon contemporaine. Et puis, vers 3 millions d'années, que vous le voyez ici, on va avoir un changement majeur à l'échelle du globe avec la mise en place de ce qu'on appelle la North Hemisphere Glaciation Period, NHG, qui est l'intensification des glaciations dans l'hémisphère nord, ce qui va amener un climat plus variable, comme vous voyez ici, et une baisse progressive des températures en moyenne, avec ce qui se traduit par un climat plus sec dans les régions intertropicales. Le caractère unique de chaque segment du Rift a favorisé la création de niches environnementales différentes, bien que contemporaines, et dans certains cas favorables aux populations dominines, aux faunes, ou jouant sur leur isolement et leur dispersion. Cet événement de 3 millions d'années, il a eu un impact sur les faunes, et c'est ce qui est illustré ici grâce à la révision récente des données phylogénétiques d'espèces animales, et notamment, dans le cas illustré, pour la famille des hippopotames. Cette révision phylogénétique, elle a permis de montrer
qu'avant 3 millions d'années, il existait une distribution assez similaire des espèces d'hippopotames à travers différentes localités du Rift, ce qui est aussi le cas pour les espèces d'hominines. Alors que la période après 3 millions d'années, on observe un endémisme régional pour ces taxons, parfois au sein d'un même bassin. Et ce signal biogéographique, il est en contradiction avec celui d'autres taxons de mammifères, comme les bovidés fossiles. Comme vous le voyez sur cette carte, avant 3 millions d'années, les communautés de bovidés, elles sont caractérisées par un fort endémisme. Et ce phénomène va s'inverser après 3 millions d'années. Alors cet assèchement du climat vers 3 millions d'années, il a sans doute favorisé l'expansion des écosystèmes herbeux ouverts, favorables à la dispersion des bovidés. Tandis que les espèces avec une forte dépendance à l'eau, comme les hippopotames et vraisemblablement les premiers hominines, se sont retrouvées plus isolées. On observe donc des réponses différentes aux changements environnementaux en fonction des espèces. La question est donc d'arriver à mesurer l'impact des changements climatiques sur l'évolution humaine. Jusqu'à quel point peut-on considérer que ces variations ont été un moteur d'évolution ? Le graphique suivant illustre cette question. Ici, les auteurs pointent des corrélations fortes entre la densité des bassins lacustres, qui sont représentés par ces histogrammes bleus, et certaines périodes de l'évolution humaine, notamment une période d'augmentation de la diversité des premiers hominines, que vous voyez représentée avec ces histogrammes vert clair, l'apparition du genre Homo aux alentours de 2 millions d'années, ou des épisodes de dispersion. C'est également à cette période, autour de 2 millions d'années, que s'ouvre une nouvelle phase de l'évolution humaine, celle de l'expansion intercontinentale des premiers représentants du genre Homo. Cette première expansion humaine en Eurasie, elle a suscité de nombreux débats, en lien avec l'influence des changements environnementaux sur les populations humaines. Jusqu'au début des années 90, on considérait que cet événement avait eu lieu il y a moins d'1 million d'années. Et la découverte de restes fossiles humains et d'outils holdoïens taillés en Eurasie, notamment dans les sites de Dmanisi en Géorgie, de Cima del Elefante à Atapuerca en Espagne ou encore de Sangiran en Indonésie, révèle que ce territoire a été occupé par les premiers représentants du genre Homo dès 1,8 million d'années. Les hypothèses concernant les causes de cette expansion, elles sont diverses, fondées sur des changements paléo-environnementaux ou des changements bioculturels. Au niveau climatique, paléoclimatique, on sait que cette période, autour de 1,8 million d'années, elle correspond à une aridification importante qui entraîne la disparition des faunes forestières et l'extension des grandes formations à graminées. D'autres hypothèses qui touchent donc à des changements bioculturels sont avancées, par exemple la possibilité de l'apparition de nouveaux comportements techniques dans la manufacture des outils lithiques, l'augmentation peut-être du volume du cerveau, des changements au niveau des proportions corporelles, des meilleures adaptations locomotrices ou encore des changements dans les régimes alimentaires. Or, les travaux actuels montrent que les dispersions humaines vers l'Eurasie ne sont pas contemporaines des changements majeurs de l'environnement et des principales dispersions d'autres espèces. On a des mouvements de faune hors d'Afrique qui sont documentés avant 3 millions d'années ou après 1,8 million d'années. Et on observe en revanche une augmentation du pourcentage d'herbivores en Afrique durant cette période de dispersion. Il n'existe pas non plus de grandes différences comportementales, techniques, entre les assemblages holdoïens des sites africains, comme ici à Lokalaile, et des sites retrouvés en Eurasie, que ce soit donc en Géorgie ou même dans le nord de la Chine. Enfin, concernant l'augmentation de la capacité crânienne, par exemple, vous voyez ici que la variabilité au sein d'un taxon, autour de cette période de 1,8 million d'années, eh bien pour certains taxons, cette variabilité, elle englobe la variabilité interspécifique à cette période.
L'exemple de Dmanisi est assez parlant. C'est un site donc retrouvé en Géorgie. Il s'agit du plus ancien site avec des fossiles humains en stratigraphie retrouvés hors d'Afrique. Il est daté d'environ 1,8 million d'années et a livré plus de 65 restes humains représentant 5 individus dans des niveaux archéologiques bien définis. Associés à ces restes ont été retrouvés des milliers d'artefacts oldoïens et des restes de faune portant des marques anthropiques. Toutes les données issues donc de l'étude de ces niveaux archéologiques ont permis de proposer des reconstructions paléo-environnementales de l'environnement dans lequel vivaient ces premiers représentants du genre Homo et attestent d'un environnement semi-ouvert de steppes et de forêts bien différent de l'environnement de savane africaine. Ce serait donc plutôt la flexibilité adaptative des premiers représentants du genre Homo en Afrique qui leur aurait permis d'occuper de façon multidirectionnelle de nouveaux territoires hors d'Afrique. Les hommes sortis d'Afrique ont fait face à un nouvel environnement, tempéré, comme on le voit à Dmanisi, qui correspond peu à l'environnement africain. Une partie du succès de l'adaptation est sans doute liée à la richesse écologique et à la nature en mosaïque des environnements disponibles. Il semble donc qu'on soit en présence d'une vraie dispersion active de ces premiers représentants du genre Homo au début du Pléistocène. Alors, si l'influence des changements environnementaux est remise en question pour expliquer la première expansion hors d'Afrique, la dernière période glaciaire, elle, que la Terre ait connue, située entre 115 000 et 11 000 ans, a, elle, eu un impact certain sur nos ancêtres Homo sapiens. Vous avez ici, voilà, on va parler de cette période-là, c'est le dernier... la dernière période glaciaire, donc c'est le delta O18 qui est un proxy pour les températures. On voit les changements assez importants de température entre le dernier interglaciaire et le pic du dernier maximum glaciaire. Et puis vous voyez ici, sur ces représentations graphiques, l'impact que ça a pu avoir sur les écosystèmes. Durant ce cycle d'aridification progressive, à partir de 80 000 ans jusqu'au pic d'aridité à 25 000 ans, on a une expansion maximale du Sahara qui va être observée. Alors, attention, à l'échelle du continent africain, comme dans la vallée du Rift, ces changements sont loin d'avoir été homogènes, comme le montre ce graphique ici, qui illustre l'alternance de périodes humides et arides durant cette période. Alors l'interglaciaire, on est au stade isotopique 5, on va parler du stade isotopique 4, 3, et puis jusqu'au stade isotopique 2, qui n'est pas représenté ici. Les lignes noires, elles représentent la densité des sites archéologiques dans ces régions. Et on note clairement qu'à partir du stade isotopique 3, donc à peu près 80 000 ans, on va avoir une aridification forte en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est et une augmentation du nombre de sites, notamment dans la vallée du Nil. Alors on va en reparler après. C'est aussi durant cette phase d'aridification, qui débute donc vers 80 000 ans, que va se produire la plus récente dispersion hors d'Afrique d'Homo sapiens. Cette dispersion, elle est à l'origine de toutes les populations actuelles non africaines. Les données génétiques actuelles et les données fossiles indiquent notamment un goulot d'étranglement de la diversité non africaine qui daterait d'environ 80 000 ans. Et ce qui implique que les populations qui sont sorties d'Afrique sont issues d'une toute petite partie de la diversité africaine passée et toujours présente en Afrique. Ces groupes humains, ils se sont ensuite dispersés assez vite. À partir de 60, 50 000 ans, on va en retrouver, ce sont les fossiles qui sont datés de cette période-là, du fin fond de l'Asie jusqu'en Europe. Et c'est ce temps de latence de plusieurs milliers d'années entre la différenciation au niveau génétique par rapport aux poules génétiques subsahariens et cette dispersion hors d'Afrique qui est intéressante. Elle pourrait trouver son origine, non pas dans la sortie de petits groupes africains, mais simplement dans l'expansion progressive du Sahara, qui a pu fonctionner comme une barrière géographique progressive entre des groupes humains vivant dans ses périphéries nord et dans ses périphéries sud.
Ce qui est paradoxal, c'est que certaines zones comme la vallée du Nil ou la Corne de l'Afrique, qui sont considérées comme des couloirs de dispersion possibles hors d'Afrique à cette période-là, semblent avoir peut-être fonctionné plutôt comme des zones refuges au moment des pics d'aridité, et notamment du dernier maximum glaciaire. Malheureusement, on a très peu de sites archéologiques qui ont livré des restes humains pour cette période de la dernière grande glaciation. Ici, vous avez les sites avec restes humains qui sont datés des stades isotopiques 4 et 3, donc entre 70 et 30 000 ans. Et ici, on a rajouté en orange les sites avec des restes humains associés au dernier pic du maximum glaciaire. Et on voit que dans certaines régions, et notamment la vallée du Nil, qui est la mieux documentée pour cette période-là, on observe une contraction des populations dans cette possible zone refuge et un dépeuplement dans d'autres. C'est perceptible ici, avec à la fois au niveau géographique, où on va avoir ces sites qui vont être vraiment contraints dans l'espace, et au niveau de la densité, là, ce sont des datations radiocarbone de ces sites au dernier maximum glaciaire. Et on voit vraiment ces pulsations entre ces contractions de population en période aride et puis leur expansion lors de l'arrivée de la dernière période humide africaine. Ensuite, l'étude bioarchéologique de ces restes humains qui sont associés à cette période de glaciation progressive et à ce pic de glaciation. Ils offrent une image assez inattendue de la diversité passée de notre espèce. Certaines particularités morphologiques de ces groupes humains suggèrent des discontinuités biologiques avec les populations plus tardives et actuelles et des processus d'isolement sur le long terme. Que ce soit dans la vallée du Nil ou la Corne de l'Afrique, les humains du dernier maximum glaciaire ont sans doute peu laissé de descendants parmi les populations actuelles, comme c'est illustré dans cette analyse sur la conformation crânienne. Vous avez les populations actuelles représentées en gris dans cette ellipse, et nos individus du dernier maximum glaciaire, qui sont ces diamants orange. Puis on a deux individus du stade isotopique 3. Vous voyez qu'il y a quand même assez peu de restes pour l'Afrique. Et on voit qu'ils occupent une position un peu en marge de la diversité actuelle, voire complètement en dehors, et à proximité d'individus beaucoup plus anciens du Pléistocène moyen, traduisant de la persistance de certains traits qu'on peut appeler archaïques, plésiomorphes, dans ces populations. Tout cela témoigne de la réduction, finalement, de la diversité génétique passée et phénotypique passée de notre espèce au cours de cette dernière période glaciaire. Alors, plus on se rapproche des périodes actuelles, plus la résolution des données archéologiques nous permet d'approfondir notre compréhension des interactions entre les changements environnementaux et les modes de vie sociaux et culturels des populations humaines. Le bassin lacustre du lac Abé est un très bel exemple de cette richesse d'enregistrement archéologique. Dans cette région, des dizaines de sites d'habitat, de complexes funéraires et de sites avec de l'art rupestre, datés d'il y a quelques milliers d'années, nous offrent des données inédites sur les premières sociétés d'éleveurs. Les travaux menés dans l'Afar éthiopien et à Djibouti ont permis de préciser les niveaux de fluctuation du lac Abé notamment sur les 10 derniers millénaires. La courbe que vous voyez ici représente ces fluctuations du niveau du lac. Et on observe également une augmentation du nombre de sites archéologiques aux alentours de 4500 ans, à partir du moment où la région sort de la période humide africaine et où la ridification croît dans la région et s'intensifie. C'est à cette même période que la domestication animale se met en place dans la zone à travers l'élevage de bovins et de caprins. Ce bétail n'était cependant pas domestiqué in situ. Cette pratique aurait diffusé culturellement depuis la péninsule arabique ou le Soudan, où l'élevage existe à des périodes bien plus anciennes. Et avec les premières sociétés d'éleveurs, s'ensuit un ancrage territorial qui va se traduire par le développement d'habitats, du monumentalisme funéraire, donc l'expression artistique à travers de l'art rupestre,
Mais la mobilité et les contacts avec d'autres régions, elles demeurent actifs. Malgré ces épisodes, cette aridification progressive, ces contacts, on les voit à travers le matériel archéologique associé à certains sites. Ici, vous avez le site monumental funéraire d'Antakari, daté d'environ 3000 ans. Et des coquillages provenant de la mer Rouge y ont été retrouvés. De l'obsidienne, des outils façonnés en obsidienne, ils sont associés, dont les matières premières proviennent de la Corne de l'Afrique et possiblement aussi de l'Arabie, comme l'a souligné Lamia ce matin. Et les productions potières, elles, se rapprochent stylistiquement de certaines productions soudanaises plus anciennes ou égyptiennes contemporaines. À travers tous ces exemples, j'espère que vous avez pu voir se dégager la complexité des réponses humaines aux changements environnementaux, ainsi que l'extraordinaire capacité d'adaptation des populations. Les choix qui entraînent la mobilité des populations, ils sont multifactoriels, souvent difficiles à identifier dans un registre fossile lacunaire, et ils ne sont pas nécessairement en lien avec un déterminisme climatique. Je vous remercie.